troisième fait polémique, peut-être d'une certaine façon encore plus polémique que les autres, c'est d'une manière générale la coexistence de l'homme et des dinosaures. Alors, cette coexistence, elle est attestée de façon, je dirais, quasi universelle. Alors simplement, c'est que dans la plupart des civilisations, on les appelle pas dinosaures, on les appelle dragons. Mais qu'est-ce qu'un dragon? C'est un gros animal qui fait peur, qui a un corps important, qui a un long cou, une petite tête, une grande queue, et qui a des écailles. Ce qui fait que les flèches ne permettent pas de le détruire. Alors, que ça soit dans la légende de Beowulf, les rois scandinaves, que ça soit à Tarascon, que ça soit chez les Chinois, enfin, on a toujours la même description des dragons. Hein, et évidemment, ces dragons ressemblent étrangement à ce que nous appelons les dinosaures. Hein, ce sont exactement le même type d'animaux. Et en particulier, la Bible, dans le livre de Job, décrit de façon très très technique un dinosaure. Et elle en fait le roi des animaux. C'est pas le lion dans la Bible, le roi des animaux, en fait c'est le Léviathan. C'est pas le Béhémoth, c'est le Léviathan, c'est-à-dire le plésiosaure. Hein. Mais le dinosaure, on ne peut pas l'attaquer avec des flèches, sa queue balaye les cèdres du Liban, si vous voulez. Donc on a la description d'un animal hors norme, mais contemporain de l'homme. Et vous avez dans un temple au Cambodge, à Taprom, donc pas très loin là encore, un stégosaure qui est gravé sur une porte du temple. Donc le stégosaure, c'est un dinosaure très très facile à reconnaître parce qu'il a des grandes plaques osseuses sur le dos. Donc il est facile à identifier. Alors le temple de Taprom date, semble-t-il, du XIIe siècle. Bon, c'est peut-être le Xe, c'est peut-être le XIVe, on va pas chipoter, mais ce qui est sûr, c'est que le stégosaure est censé avoir disparu, comme tous les dinosaures, il y a 60 millions d'années. Donc voilà le fait polémique. Et le fait polémique s'est renforcé depuis la dernière guerre, si vous voulez, avec la découverte à Acambaro, à 180 km de Mexico, de toute une civilisation précolombienne qui fabriquait des céramiques. Alors on en a trouvé, c'est une civilisation très productive, on a récupéré 35 000 figurines de céramique. Donc là, jusqu'à là, tout était très bien. Mais ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que parmi ces 35 000 figurines, il y en a 3 000 qui représentent des espèces précises de dinosaures. C'est-à-dire qu'on trouve le Tricératops, le Stégosaure, le Diplodocus, l'Iguanodon, et même le Brachiosaure. Or, le Brachiosaure n'avait pas été encore reconstitué à l'époque où on l'a découvert. Mais il est, si je pouvais projeter des images, vous verriez que la figurine d'Acambaro est vraiment facilement identifiable avec le Brachiosaure tel qu'il a été reconstitué par les spécialistes. Donc voilà ce que j'appelle les faits polémiques. C'est simplement, c'est des faits qui, si on les accepte, évidemment, font sauter absolument tout ce cadre chronologique qui est accepté aujourd'hui. Et je veux commencer par lire ce que Job dit, ce qui est écrit en Job. Et je vous invite à imaginer quel animal ça peut être qui est décrit ici. Mais regarde donc, Béhémoth, ma créature, tout comme toi. Il se nourrit d'herbe, comme le bœuf. Vois, sa force réside dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue
comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses s'entrelacent. Ses os sont des tubes d'airain, sa carcasse comme du fer forgé. C'est lui, la première des œuvres de Dieu. Son auteur le menaça de l'épée, lui interdit la région des montagnes et toutes les bêtes sauvages qui s'y battent. Sous le lotus, il est couché, il se cache dans les roseaux des maraîchages. Le couvert des lotus lui sert d'ombrage et les saules du tord le protègent. Si le fleuve déborde, il ne s'émeut pas. Un Jourdain lui jaillit jusqu'à la gueule sans qu'il bronche. Qui donc le saisira par les cieux, lui percera le nez avec les pieux? Est-ce que vous pensez que cette description pourrait être celle d'un hippopotame? Non. Normalement, il y a des traductions de la Bible qui le traduisent par Béhémoth, c'est un hippopotame. Mais il y a des éléments qui manquent définitivement. Et c'est par exemple le fait qu'il ne rédige pas sa queue comme un cèdre, n'est-ce pas? Et aussi, est-ce que c'est lui la première des œuvres de Dieu? Sûrement pas, il y a des animaux plus remarquables que l'hippopotame. Alors, on arrive à une conclusion. Une autre possibilité, c'est un mammouth. Un mammouth, est-ce qu'il rédige sa queue comme un cèdre? Non, si vous voyez, ça ne peut pas être vrai. Si le fleuve déborde, il ne s'émeut pas. Naturellement, il va s'enfuir. Il ne vit pas dans l'eau. Et c'est lui la première des œuvres de Dieu? Non. Comme vous verrez bientôt, vous voyez qu'il y a des œuvres de Dieu qui sont beaucoup plus grandes. Par exemple, ce dinosaure. Et c'est la description d'un dinosaure. Bien sûr que Job nous donne ici. Peut-être. Mais quand il est dans l'eau, il peut être plus bas, n'est-ce pas? Alors c'est peut-être un brachiosaure qui est décrit là. Et on continue avec un autre animal étrange, c'est le Léviathan. Et Léviathan, le pêches-tu à maison, avec une corde comprise sa langue? Fais-tu passer un jonc dans ses naseaux? Avec un croc, perces-tu sa mâchoire? Est-ce lui qui te suppliera longuement, te parlera d'un ton timide? S'engagera-t-il par contrat envers toi pour devenir ton serviteur à vie? T'amusera-t-il comme un passereau? L'attacheras-tu pour la joie de tes filles? Sera-t-il mis en vente par tes associés? Puis, débité entre marchands, cripleras-tu sa peau de dard? Le harponneras-tu à la tête comme un poisson? Pose seulement la main sur lui, au souvenir de la lutte. Tu ne recommenceras plus. C'est ce que Dieu dit à Job ici. Et Dieu continue. Ton espérance sera illusoire, car sa vue seule suffit à terrasser. Il devient féroce quand on l'éveille. Qui peut lui résister en face? Qui donc l'a affronté sans en pâtir? Personne sous tous les cieux. Je parlerai aussi de ses membres. Je dirai sa force incomparable. Qui a découvert par-devant sa tunique, pénétré dans sa double cuirasse? Qui a ouvert les bâtons de sa gueule? La terreur règne autour de ses dents. Son dos, ce sont des rangées de boucliers qui ferment un seau de pierre. Ils se touchent de si près qu'un souffle ne peut s'y infiltrer. Ils adhèrent l'un à l'autre et font un bloc sans fissure. Son éternuement projette de la lumière. Ses yeux ressemblent aux paupières de l'aurore. Et maintenant, très important, de sa gueule jaillissent des torches. Il en échappe des étincelles de feu. Ses naseaux crachent de la fumée comme un chaudron qui bout sur le feu.
peux emporter mon ordinateur parce que je crois que c'est mieux. Merci. Son souffle allumerait des charbons. Une flamme sort de sa gueule. Qu'est-ce que c'est une flamme? Un animal avec une flamme. Sur son cou est campée la forcée, et devant lui bondit la violence. Et pour en finir, les fanons de sa chair sont soudés ensemble et ils atterrent à elle. Ok, vous le savez. Son corps est dur comme le roc, résistant comme la meule de dessous. Quand il se dresse, les flots prennent peur et les vagues de la mer se retirent. L'épée l'atteint sans se fixer, de même lance javeline ou dard sur lui. Le fer n'est que paille et les reins du bois pourri. Les traits de l'arc ne le font pas fuir. Il reçoit comme un fétu les pierres de onde. La massue lui semble un fétu. Il se rit du chablot qui vibre. Il a sous lui des tronçons aigus. Comme une herse, il passe sur la vase. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière. Il change la mer en brûle parfum. Il laisse derrière lui un sillage lumineux. L'abîme semble couvert d'une poisson blanche. Non? Sur terre, il n'y a point son pareil. Il a été fait intrépide. Il regarde en face les plus hautains. Il est roi sur tous les fils de l'orgueil. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui peut deviner? Est-ce que c'est un crocodile, comme c'est traduit quelquefois? Non, ça ne marche pas parce que ces descriptions ne sont pas propres. Son souffle allumerait des charbons. Une flamme sort de sa gueule. Non, ce n'est pas rapporté de la crocodile. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière. Il change la mer en brûle parfum. Il ne vit pas dans la mer. Sur terre, il n'a point son pareil. Non, ça ne convient pas. Et aussi en psaume 140, le Léviathan est mentionné. 104. Voici la grande mer au vaste bras. Et là, le remuement sans nombre des animaux petits et grands. Là, des navires se promènent et Léviathan que tu formeras pour ton rire. Alors, le crocodile sur mer, non, c'est pas possible. La seule solution, un dinosaure ou un dragon, on a dit dans le temps du tour. Et quel dinosaure peut être un plésiosaure? Ça veut dire un dinosaure maritime, comme cela. Ce squelette. Et qu'est-ce qu'il y a avec les flammes qui sont dans sa bouche? Est-ce que c'est possible qu'un animal peut jeter des flammes? Oui, c'est possible. Ici, un exemple. Le scarabée bombardier. Il tire une substance toxique à 100 degrés pour se défendre contre des autres animaux qui l'attaquent. Il a une fabrique chimique dans son corps et il peut même enflammer un feuille. Comme ça, c'est prouvé. Si un animal si petit peut jeter des flammes, pourquoi pas un animal très grand? Et maintenant, je vais un peu changer. Alors, je continue avec des problèmes qu'il y a immédiatement avec une description de tels animaux dans la Bible, parce que selon la théorie de Charles Lyell que Jan Wilders a présentée, les fossiles nous racontent une autre histoire que le préhistoire selon le livre de Job. Ce que les fossiles dans les strates nous le racontent, c'est, selon la théorie de Charles Lyell, que il y avait des périodes de millions d'années et que les dinosaures et leurs fossiles qu'on trouve dans les strates d'une certaine période sont séparés par une grande distance d'âge. Les dinosaures sont attribués à
65 millions d'années jusqu'à 230 millions d'années. Et les hommes sont attribués à ça dépend, jusqu'à 1 million, 2 millions d'années. Et comme ça, c'est impossible qu'un homme peut avoir vu un dinosaure. Et c'est la raison pourquoi des traductions avec crocodile et hippopotame sont apparues pour le BMO. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution pour cette contradiction entre la Bible et une hypothèse scientifique? La réponse que donne le UCAT, c'est le catéchisme pour la jeunesse. C'est selon l'éditeur, c'est le plus grand projet chrétien de livres chrétiens. Et il dit en paragraphe 15, comment l'écriture sainte peut-elle être vérité alors que tout ce qu'elle contient n'est pas exact? Et le UCAT continue et il donne la réponse. La Bible ne veut pas nous donner des précisions d'ordre historique ou des informations concernant les sciences de la nature. Les auteurs étaient des hommes de leur temps. Ils partageaient les représentations culturelles de leur époque et commettaient quelquefois les mêmes erreurs. Cependant, tout ce que l'homme a besoin de savoir sur Dieu et sur le chemin de sa délivrance se trouve dans l'Écriture sainte sans aucun risque d'erreur. Si vous vous souvenez de ce que Dominique a dit au début, c'est l'opposé. Mais la réponse de Léo XIII est totalement différente. Dans Providentissimus Deus, nous l'avons déjà entendu. En effet, tous les livres entiers que l'Église a reçus comme sacrés et canoniques, dans toutes leurs parties, ont été écrits sous la dictée de l'Esprit Saint. La dictée. Tant s'en faut qu'aucune erreur puisse s'attacher à l'inspiration divine, que non seulement celle-ci par elle-même exclut toute erreur, mais encore l'exclut et y répugne aussi nécessairement que nécessairement Dieu, souveraine vérité, ne peut être l'auteur d'aucune erreur. Telle est la croyance antique et constante de l'Église, définie solennellement par les conciles de Florence et de Trente, confirmée enfin et plus expressément exposée dans le concile du Vatican. Et le Vatican II a aussi affirmé que dans la Bible, nous trouvons ce que Dieu a voulu et seulement ce que Dieu a voulu être écrit. C'est pareil avec cette déclaration de Léo XIII. Et Pie X, dans Humani Generis, non, et Pie X, pardon, oh oui, je sais. Ainsi, on a audacieusement perverti le sens de la définition du Concile du Vatican sur Dieu, auteur de la Sainte Écriture, et la théorie qui n'admet l'inhérence des lettres sacrées que là où elles enseignent Dieu, la morale et la religion, on la professe en la renouvelant, bien qu'elle ait été plusieurs fois condamnée. Ça réfère directement à ce que le UCAT enseigne. C'est exactement ce que condamne Pie XII. Et qu'est-ce qu'il faut faire si nous avons une contradiction entre une hypothèse scientifique et ce que dit la Bible? Il faut appliquer la règle de Saint Augustin. Et Léo XIII la répète dans Providentissimus Deus. La règle dit, tout ce que nos adversaires pourront nous démontrer sur la nature par de véritables preuves, montrons que cela ne contredit pas nos écritures. Tout ce qu'ils tireront de leur livre de contraire à nos écritures, c'est-à-dire à la foi catholique, montrant de quelque manière ou croyant indéfectiblement que c'est absolument faux. Alors, dans les
page suivante, je vais vous démontrer que on peut montrer de quelque manière que ce que la Bible dit sur la préhistoire dans le livre de Job, c'est correct. Je vais commencer par des témoignages historiques et je vais aussi montrer d'autres témoignages de la microbiologie et de la datation de radiocarbone. Dans la littérature de différents peuples, on trouve des descriptions des dragons. Et ici est un exemple de Saxo Grammaticus dans Gesta Danorum. Ce sont les Saxons danois qui ont écrit ça sur un monstre rencontré à l'Europe du Nord. On lit « Enroulé dans ses anneaux, lové en de nombreux replis, avec une queue étirée et ondulante, secouant ses nombreux anneaux et répandant son venin. Sa salive brûle ce qu'elle atteint. » C'est comme dans Job. Et une chronique de 1405 sur un reptile géant de Bure dans le Suffolk, en Angleterre. Près de la ville de Bure, proche de Sudbury, est apparu récemment, pour le grand malheur de la campagne, un dragon ayant un énorme corps, une crête sur la tête, des dents comme une scie et une queue d'une énorme longueur. Ayant massacré le berger d'un troupeau, il dévora de nombreux moutons. Et dans les arts, on trouve d'autres témoignages sur le fait que les hommes et les dinosaures ont vécu ensemble. Ici, il y a des sculptures en pierre de type brontosaure. On les trouve dans les églises en Angleterre, ici dans l'église Sainte-Marie et Saint-Adolphe à Bredon-on-the-Hill in Leicester. Vous pouvez le voir dans la revue Step. Et c'est remarquable les coups longs. Il n'y a aucun autre animal qui aurait pu être le modèle pour ces sculptures. Et ici, c'est un dessin, une illustration dans l'histoire des serpents d'Edward Topsel, qui date de 1508, et cela ressemble à un Tyrannosaurus rex. Seulement les ailes ne sont pas là chez les reconstructions des paléontologues modernes. Et ici, sur un sceau cylindrique mésopotamien, vous trouvez des images comme ça. C'était des artistes égyptiens et c'est daté de 3300 ans avant Jésus-Christ. Et à droite, vous trouvez la comparaison avec un apatosaure. La similitude est remarquable. Et d'autres témoignages archéologiques, la collection de figurines céramiques d'Acambaro, en Mexique. Waldemar Julsrud, un paléontologue allemand qui a vécu en Mexique, a exhumé entre les ans 1944 et 1954 33 000 figurines de beaucoup de sujets, des personnes, des instruments de musique et aussi des dinosaures. Et cela ne laisse qu'une autre explication que si ces personnes qui ont fait cela ont vécu quelques milliers d'années avant notre temps, ils ont vu les dinosaures. Ici, des exemples et comparés avec des représentations actuelles. À gauche, un ankylosaure dans la collection de Julsrud à Acambaro et la représentation actuelle.
est un iguanodon, à gauche comme figurine et représentation actuelle. Et ici, il faut remarquer que dans le temps où on a découvert cette figurine, le iguanodon n'était pas connu, seulement à quelques experts, mais sûrement pas au public. Et un autre cas, ce sont les brachiosaures. Voilà. Une énorme similitude avec la représentation actuelle. C'est pas par hasard, c'est pas fantaisie. Cela supporte qu'ils ont vécu ensemble, ces hommes. Et il y a quelques années, un Allemand, Michael Brandt, a publié ce livre Vergessene Archäologie, l'archéologie oubliée. Et dans ce livre, il ne fait rien d'autre que citer des publications anciennes, ou non, pas anciennes, publications qui proviennent des années de la 19e et 20e siècle, qui décrivent des outillages de pierre depuis les strates tertiaires inférieures. Alors, c'était la science reconnue dans ce temps, et maintenant il faut les redécouvrir. Et ils sont si importants parce que dans la tertiaire, on ne pense pas de trouver des outillages faits par l'homme. Et cela met en question toute l'échelle stratigraphique. D'autres exemples, ici, vous voyez, ce sont... Il donne beaucoup de photographies dans ce livre. Vous pouvez le voir aussi sur le site internet. Je continue avec les témoignages biologiques qui sont peut-être les plus forts pour supporter le livre de Job. Mary Schweitzer a découvert dans les os de dinosaures quelque chose pas attendu. Ce sont des tissus mous, des protéines intactes, collagène, kératine, hémoglobine. Si les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, on ne peut pas croire que des protéines peuvent survivre si longtemps. Des molécules si complexes. Et elle a réussi à publier ses découvertes dans des journaux reconnus, dans Science, 3 fois, dans Scientific American et d'autres. Et elle ne fait pas la conclusion qui est si proche de penser s'il n'est pas nécessaire de redater les fossiles, mais elle dit que elle a trouvé un extraordinaire mécanisme de conservation. Et ici, des photographies remarquables. Vous voyez un fragment de tissu flexible et résistant en A. Si on le tire, il reprend sa forme initiale. C'est encore flexible. Et vous voyez aussi le caractère fibreux dans l'image C, ce qui est très inattendu chez un dinosaure. Et ici, on peut voir des vaisseaux sanguins du Tyrannosaurus rex. Ça semble comme nouveau. Et sous le microscope, vous voyez aussi le point noir au centre des cellules sanguines et le noyau. Les points noirs, on les trouve seulement chez les reptiles, pas chez les mammifères. Et cela exclut que les structures des protéines proviennent des bactéries ou d'autres sources modernes. Et je continue avec le dernier témoignage
celle du radiocarbone. Ici, vous voyez le résumé des recherches que Hugh Miller a fait et les autres auteurs que nous avons présentés à Singapour sur la conférence de la Asia Oceania Geoscience Section. Et on avait accepté avec cela ici, avec ce texte. On dit rien sur l'âge des dinosaures, on dit seulement que on a trouvé du radiocarbone PMC dans le titre. The comparison of delta CC13 and PMC, c'est pourcentage de moderne carbone 14 est présenté dans les os de dinosaures. Normalement, si un géologue lit cela, il dit c'est pas possible parce que on ne peut pas trouver carbone 14 dans les os de dinosaures. La demi-vie de carbone 14, c'est quelques 5500 années, mais pas 65 millions. On attend plus de molécules, plus d'atomes de carbone 14. Mais quand même, à Singapour, nous avons présenté dans une présentation orale la plupart de ce que je vais montrer maintenant. Et il y avait pas de résistance dans la discussion suivante. Et mais quand nous avons quitté la conférence, rentré à la maison, nous avons constaté que toute trace de notre présence à la conférence était ôtée du site officiel de la conférence. Et aussi, le lendemain de notre présentation, nous avons rencontré un professeur du Canada qui a discuté avec nous et il nous a dit que je n'ai pas dormi toute la nuit parce que j'ai réfléchi qu'est-ce que je vais dire si je rencontre ces gens encore une fois. Et entre le débat qui s'est passé ensuite n'était pas très scientifique, malheureusement. Il n'a pas donné des arguments scientifiques. Seulement, il a dit les âges sont faux. Mais c'est sélection des datations. Je ne peux pas dire ces dates, je les accepte parce qu'ils sont exactement ceux que je attends et ce que je n'attends pas, c'est faux. Je ne présente pas ce que je rejette. Vous pouvez lire toute l'histoire de ce qui s'est passé à Singapour sur ce site internet. Et vous trouvez aussi les preuves que nous étions vraiment là, parce que nous avons organisé une équipe de films professionnels qui a fait un petit film sur la présentation, et c'est à YouTube, et les liens vous trouvez ici. Alors, je vais vous parler un petit peu de la datation des dinosaures. C'est un paysage typique où on trouve des dinosaures, fossilisés naturellement. Ici, on a trouvé les Triceratops et l'Arthrosaure in the Glendive Montana Badlands aux États-Unis. Et voici des os, un os d'un Triceratops, un fémur, dans une condition excellente. Et c'était Hugh Miller qui a réussi à extraire du carbone et envoyer à des laboratoires de datation radiocarbone. Vous voyez la grandeur de cet os. Et on a pris des échantillons de différentes régions de l'os et on a aussi pris de différentes fractions. Ça veut dire des matériels organiques comme le collagène et des minéraux, le carbonate de bioapatite. Tous les deux servent pour les datations et c'est important d'avoir de différentes molécules pour comparer s'ils donnent le même résultat.
s'il y a seulement une molécule, on peut toujours dire que ça peut être une contamination par le carbone moderne. Ici, vous voyez l'os, l'intérieur. On peut voir beaucoup de détails. Par exemple, les canaux aversion où se trouvent les os sanguins. Et ici, c'est un peu... c'est comment on traite les échantillons. Ici, c'est pas mieux. Alors, on peut pilonner jusqu'à 500 mg d'un échantillon et puis on y met l'acide acétique pour enlever le carbonate superficiel. Et après, le gaz carbonate évolue sur vacuum. Et puis, un NaOH pour éloigner les contaminants organiques. Et ensuite, le HCl, la qualité est vraiment horrible, je m'excuse. Quelque chose est détruit ici. Alors, le HCl, l'acide hydrochlorique, c'est ce qui transforme les carbonates molécules dans le gaz carbonique, et cela est daté. Et ce qui reste, c'est au fond le collagène et peut être traité séparément. Et ici, les résultats. Vous voyez à gauche le pourcentage de carbone 14 moderne. Ça veut dire ces numéros disent que nous avons trouvé carbone 14 et combien? Entre 0,5 et 6,5% de ce qu'on trouve dans les matériels modernes. Et c'est impossible si les os ont 65 millions d'années. Ça suffit pour dire que ces dinosaures sont moins jeunes que 100 000 d'années. Et je n'ai pas encore traduit cet pourcentage dans des années. Ça donne des années entre 20 000 à 40 000. Mais c'est difficile de dire que c'est le vrai âge parce que on ne connaît pas la relation entre carbone 14 et carbone 12 dans le temps où les dinosaures ont vécu. Comme ça, les 20 000 d'années peut être pas vrai. Mais ce qui compte, c'est qu'ils ne sont pas des millions d'années. Et il y a ce sont 10 dinosaures qu'on a examinés et ils proviennent de 3 différentes régions stratigraphiques, le Crétacé supérieur, le Crétacé moyen et le Jurassique. Et vous voyez que les âges ou le contenu de carbone 14 est le même. Et ils aussi proviennent de différentes régions de la Terre, des États-Unis, de l'Amérique, de Chine, d'Europe. Et maintenant, je veux parler un peu de la contamination. Pourquoi est-ce qu'il est improbable que ces 5% de carbone 14 proviennent du carbone moderne? Regardez ici les résultats en cercle. Les cercles disent qu'ils sont pris de la même région d'os. Par exemple, ici, vous avez un minéral et des molécules organiques de Triceratops, numéro 3. Et ils donnent le même âge. Ça ne peut pas être par hasard. S'il y avait un contaminant qui est la cause pour le carbone 14, on n'attend pas que la contamination est la même dans le minéral et dans le collagène, dans les protéines.
Et ça se répète ici, chez l'Arcosanthosaure. Le résultat identique entre le minéral et le collagène, les molécules organiques, les protéines. Et la même chose ici chez le Hadrosaure. Les trois résultats sont les mêmes. Et de plus, on a examiné avec différentes techniques de spectromètre de masse, AMS, Accelerated Mass Spectrometry, et bêta, c'est la technologie plus vieille, et les mêmes résultats, bien que le bêta, ça marche seulement avec des échantillons très grands. Ça veut dire, ici, nous comparons des échantillons petits avec un échantillon très grand. Et le même résultat, c'est aussi un argument contre contamination parce que on doit expecter que la contamination n'est pas partout pareil. Et un autre aspect ici, on a aussi daté un contaminant extrait. On fait on extrait l'acide humique et aussi on peut dater aussi cela. Et cela a délivré un âge comparable à l'organique qu'on a trouvé dans l'os. Ça veut dire c'est impossible que ce acide humique a pu contaminer toute l'organique parce que il aurait fallu beaucoup de contaminants pour produire ces résultats. Et ensuite, je présente ici les valeurs de delta C13. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi un isotope de carbone qui n'est pas radioactif, c'est C13, et la relation entre C13 à C12 nous donne des informations, par exemple, sur la nutrition de l'animal. Ici, vous voyez que à gauche, tous les échantillons qu'on a datés pour l'apatite, les minéraux, donnent des valeurs environ 5, et le matériel organique, le collagène et d'autres, donnent les valeurs plus hautes. Et c'est ce qu'on expecte pour les os. C'est aussi un argument très fort contre contamination. La contamination ne peut pas distinguer si il contamine le bioapatite ou le collagène. C'est clair. Alors, je donne le résumé du témoignage du radiocarbone. On a réussi à mesurer carbone 14 dans des os de dinosaures. Et la méthode carbone 14 exclut des âges plus grands que 100 000 ans et certainement 65 millions d'années. Les âges calculés pour les dinosaures examinés ici sont entre 22 000 ans à 41 000 ans. Mais la relation carbone 14 à carbone 12 n'est pas connue dans le passé. Ça veut dire le vrai âge peut être assez différent encore. Le carbone 14 des dinosaures est similaire à ceux de mammifères pléistocènes, connus de la littérature. Cela implique que leur séparation supposée de 65 millions d'années n'existe pas. Si on dit que les résultats de radiocarbone des mammifères sont corrects et pas contaminés, on doit avouer la même chose pour les dinosaures. Mais je résume les autres, les plus importants arguments contre la contamination des échantillons par carbone 14 moderne. D'abord, ce sont les concordances entre matériel minéral et matériel organique, les concordances entre matériel d'os et d'extraction, l'acide humique, la concordance entre différentes tailles d'échantillons, la concordance entre os et roche au-dessus de l'os, et les valeurs de D
C13 d'apatite, qui est toujours typique pour apatite, et de D113 de matériel organique, qui est toujours proche de taux typique pour organique. Et enfin, on a aussi mesuré des plantes, des bois, du charbon, d'ombre jaune, et on a reçu des PMC moins que 1%. Ça veut dire le pré-traitement est capable d'éloigner chaque possible contaminant sous des valeurs moins que 1%. Nous avons fait le même pré-traitement chez les dinosaures et nous avons obtenu 5%. Ça, c'est aussi un argument pour la vérité des résultats. Alors, la conclusion de tous les témoignages que j'ai présentés. Il y a une nécessité d'une rédatation des dinosaures qui est supportée par la Sainte Écriture, le livre de Job, la littérature religieuse et séculaire, les anciens arts et plastiques mondiales, les outillages humains tertiaires, les protéines originelles dans les os de dinosaures et le carbone 14 dans les os de dinosaures, et, comme Jan Wilders nous a présenté, l'observation expérimentale de la formation rapide des strates sédimentaires dans l'eau courante, et aussi l'absence d'érosion et d'irrégularité entre les strates. Et si tout ça est la conclusion, ça veut dire que Hiob a vu les dinosaures. Et je veux conclure avec ce que Hiob a dit ensuite. Le livre d'Hiob est assez long, il y a beaucoup de débats entre Job et ses amis, et entre Job et Dieu. Et finalement, l'argument qui finit le débat, ce sont les dinosaures. Quand Dieu parle des dinosaures, Job arrive à comprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a compris? Et cela nous montre aussi pourquoi Dieu a créé les dinosaures. Dieu a créé tous pour nous, pour que nous devions plus proches à Dieu. Et ce que Job a répondu, c'est ça. Je sais que tu es tout puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui voile tes plans, par des propos dénués de sens. Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Aussi, je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre.